à tous. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir à cette table ronde organisée par Doc Finance sur comment se préparer et faire la différence à un entretien en alternance dans le secteur finance. Donc ce soir, pour répondre à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Torres, professeur de finance, responsable du master en finance et gestion des risques à l'ISC Paris, qui est une école de commerce. Il a eu une première vie dans des gros Big Four, dont EY, en France et à Londres. Et puis, à ses côtés, j'ai Olivier Digne, responsable programme en alternance à Rennes School of Business. Voilà, donc il s'occupe également du programme Finance en alternance. Le programme en alternance séduit de plus en plus de jeunes. En plus, il y a eu un beau boom ces 10 dernières années, avec une accélération du fait des soutiens financiers qui a été fait par notre gouvernement. Le taux de satisfaction est très élevé. On estime à 90% le retour de satisfaction des entreprises qui ont pris des jeunes en alternance. Dans le secteur finance, les principaux postes disponibles en alternance, c'est la banque. C'est une chance parce qu'en banque, il y a énormément de métiers. Il y a une très grande diversité des métiers finance. Et ça, il faut en avoir conscience dès le début de ses études afin d'ouvrir au maximum ses horizons. Et sur ce point, l'alternance est également un point d'entrée d'excellence sur le marché du travail. J'ai juste oublié de me présenter. Moi, je suis Anne-Audrey Claude, la présidente du Club des jeunes financiers. Et nous, on travaille sur l'employabilité des jeunes dans le secteur finance. On est un club de notoriété. On a fêté nos 40 ans l'année dernière au Sénat. Donc, c'est avec plaisir et connaissance du sujet que je suis venue ce soir. Voilà. Donc, pour cette première question, j'ai envie de me tourner vers Olivier Digne. Et Olivier, pourrais-tu nous dire comment réaliser une veille RH et également financière, c'est-à-dire sur le secteur de la finance, pour bien préparer ces entretiens? Alors, effectivement, donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il est important de se renseigner quand on se projette vers les métiers de la finance sur ces métiers-là, entre un contrôleur de gestion, un analyste financier, un auditeur, un trader ou un fiscaliste. C'est des métiers qui peuvent être très différents, y compris dans le même métier ne s'exerce pas de la même manière selon le secteur d'activité. Donc, aussi se renseigner sur les secteurs d'activité. Dans l'industrie, on ne va pas exercer les métiers de la finance de la même manière que dans une entreprise de service, par exemple. Donc ça, c'est important. Alors, comment se renseigner? Alors, il y a différentes manières. Il y a, alors, Internet, évidemment, regorge d'informations. Il y a des sites intéressants qui présentent les métiers dans différents domaines, dont la finance, comme le site de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, qui a une rubrique jeunes diplômés qui est très, très fournie et qui présente à la fois les métiers et les secteurs d'activité, donc les fonctions et les secteurs d'activité. Donc c'est déjà un premier niveau d'information. Évidemment, l'étudiant, Studirama. On peut aller aussi sur des sites d'associations, associations des directeurs financiers par exemple, sur des associations, des sites de syndicats dans certains domaines métiers ou secteurs d'activité. Et puis après, c'est aller dans des événements comme ceux-là, dans des salons professionnels ou des salons de recrutement, au sein desquels on rencontre du monde, on peut discuter, échanger, aller rencontrer des gens qui exercent ces métiers-là pour les faire parler de leur quotidien, pour arriver à mieux comprendre et se projeter dans ces métiers, d'autant plus en finance, des métiers assez techniques et où finalement d'un métier à l'autre, ça peut être très différent. Donc ça, c'est important. Et puis après, c'est votre réseau aussi personnel, à travers les expériences que vous allez vivre, ou vous avez déjà vécu en stage ou autre, ça génère des contacts. Et il ne faut pas hésiter à les recontacter, à se faire aider, conseiller. Au-delà du rôle qu'a eu le maître de stage, il peut aussi vous apporter un éclairage sur tel ou tel métier qui pourrait vous intéresser, vers lesquels vous vous projetez. En tout cas, c'est essentiel de bien se renseigner sur les métiers et d'arriver à comprendre pourquoi ce métier-là pourrait être fait pour vous et pourquoi ce secteur d'activité vous plaît. Parce que c'est la question que va vous poser le recruteur. Le recruteur, il va vous demander pourquoi mon entreprise, pourquoi ce métier-là et qu'est-ce qui fait que je peux vous faire confiance quant à votre capacité, votre potentiel pour réussir dans le métier. Donc, il faut arriver à le convaincre. As-tu un mot à ajouter, Eric? Alors, un peu plus qu'un mot pour le coup, parce que les métiers, c'est bien d'en parler, je pense.
Et quels sont ces métiers précisément? En l'occurrence, on va commencer par le plus habituel auquel on pense en général, tout ce qui est Corporate and Investment Banking, donc la banque de marché, qui est très particulière pour le coup, si on est banque. Je vous rappelle qu'il y a tout ce qui est Retail Banking, donc la banque de détail que vous connaissez en fait. C'est la banque classique dans laquelle vous allez, où vous avez votre compte en banque en général, sauf si vous êtes en banque directe, ce qui est un peu différent. Et enfin, tout ce qui est gestion d'actifs, asset management en anglais. Et donc là, on est sur les trois j'allais dire, grands secteurs de la banque, en fait. Maintenant, si je reviens à tout ce qui est Corporate and Investment Banking, donc banque de marché, elle se décline en front, middle et back. D'accord ? Ça, c'est pour la banque. Mais n'oublions pas les compagnies d'assurance. L'assurance aussi, c'est un gros secteur qui recrute énormément aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a même la notion de banque assurance. La banque assurance, c'est pas rien aussi. Et sur Paris et sur Londres, on n'est pas loin de Londres. J'y ai personnellement moi-même travaillé. Donc c'est tout près de Paris aujourd'hui, Londres. Et il y a d'autres places financières comme New York aussi. Et enfin, j'ajouterais, parce que je vais faire référence quand même à notre école, l'ISC Paris Business School. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre en compte un peu mieux de ces, j'allais dire, de ces grands sujets du moment, notamment tout ce qui est lié aux incertitudes. On a un monde géopolitique aujourd'hui qui est très incertain. J'ai fait évoluer le master que je dirige vers de la finance et du risk management. Donc le risque, de mon point de vue aussi, est un sujet qui est au milieu de la finance désormais, plus que jamais. Et donc, ça veut dire que si effectivement on va sur les métiers, et là je file la métaphore des métiers, on a parlé de la banque, de l'assurance, mais il y a les directions financières dans tous les groupes et les PME, j'allais dire, de la France et du monde. Et là, ça fait beaucoup de monde quand même, les directions financières, quelles qu'elles soient, dans la pub, dans l'industrie, dans les télécoms, en gros partout. Partout, dans le conseil, dans les cabinets d'audit, il y a quand même des directions financières. Je suis désolé de dire ça aussi, même si j'ai travaillé dans ces sociétés-là, et même si effectivement le personnel est principalement constitué de, d'auditeurs financiers, voire de consultants, il y a une direction financière. C'est pas les mêmes personnes. Vous voyez, donc il y a beaucoup de monde, et ce sont des métiers très très larges. Et voilà, c'est première introduction à mon niveau, en tout cas là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de finance durable. Il y a quelques jours, il y a eu les premières rencontres de l'Institut de la finance durable. Quelles sont les attentes des recruteurs, notamment les opérationnels, en termes de sensibilité ou de connaissance ou de technicité sur la finance durable et comment les jeunes peuvent s'y préparer pour les intégrer dans leur métier de demain? Alors, je vais essayer de faire du marketing sans en faire de trop. La finance durable, c'est aussi un concept marketing. Et donc, c'est bien de le garder. Je veux dire pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce que c'est? Une autre table ronde pour débattre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que marketing, il y a quelque chose derrière. Attention, hein, j'y viens. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière de manière concrète? C'est ce qu'on appelle souvent de la conformité, en fait. On est sur de la conformité, on est sur des préoccupations, j'allais dire, de reporting ESG, en fait. C'est tout ce qui est environment, social and governance, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont faites dans les milieux financiers, les banques en particulier, les compagnies d'assurance et les grands groupes au sens large. Et donc, effectivement, il y a une finance durable qui englobe ces notions à la fois de communication financière, de reporting, et quand même, il faut le dire, avec dans certains groupes, ce n'est pas le cas partout quand même, une vraie volonté, j'allais dire, de développement durable. Et je le dis dans le bon sens du terme. Et là, c'est plus du marketing du tout. Voilà. Je voulais juste faire ce... Mais oui, c'est un vrai concept. Par contre, ça se décline pour les métiers de financiers plutôt par de la conformité, des sujets de conformité ou de reporting ou de communication financière. C'est très intéressant aussi. Hein. Et il y a des critères quand même financiers qui prennent en compte justement les critères, on va dire, qui sont plutôt des sciences de l'ingénieur, de durabilité justement, et d'environnement, etc., etc. On sait que les études en finance, c'est exigeant. La vie professionnelle, c'est beaucoup d'investissement. Quelles sont les qualités et les atouts que les étudiants d'aujourd'hui doivent réussir à mettre en valeur pendant les entretiens pour justement se démarquer? Sérieux, bien évidemment, d'autant plus quand on va aller vers la finance, montrer qu'on est sérieux, qu'on sait travailler. C'est aussi anticipation, être capable d'anticiper. Et la anticiper, c'est en fait, moi ce que je dis à nos étudiants, c'est avoir une vision de l'intégralité de l'année qui se présente à vous,
avec un certain nombre d'échéances, de production qu'il va falloir fournir, comme sur certaines années des mémoires de recherche, des rapports, et avoir en tête déjà à l'avance, mois par mois et sur l'année complète, ce qui va vous attendre, de manière à s'y préparer et bien répartir le travail sur l'ensemble de la durée de l'alternance. Et pas s'y prendre au dernier moment, en fait. Surtout pas montrer à un recruteur qu'on a tendance à travailler un peu à l'arrache et quand on est près du délai, parce que ça va lui faire peur. Hein. Donc au contraire, montrer qu'on sait s'organiser. Donc anticipation va avec évidemment organisation. Si j'anticipe, je vais du coup être plus efficace dans mon organisation. Et c'est être capable à la fois de se donner du temps pour travailler, pour évidemment réussir sa formation, aussi se donner du temps comme il le faut dans l'entreprise, là aussi en anticipant et en étant capable de bien gérer son temps pour produire ce que le manager vous demande de produire. Mais c'est aussi être capable de se ménager du temps pour soi. En fait, le temps personnel, il est aussi important. Et on est bien aussi quand on peut par moment souffler un peu, se faire un peu plaisir et pas être tout le temps la tête dans le guidon. Donc, ça va de pair avec anticiper, organiser. Si je lisse le travail que j'ai à faire sur l'année, je vais pouvoir aussi me donner du temps, me libérer du temps pour moi. Donc ça, c'est effectivement montrer ce type de profil-là aux recruteurs pour le rassurer sur votre capacité à vraiment vous investir comme il le faut sur la durée, à la fois dans l'entreprise, c'est ce qu'il attend, mais aussi en formation, parce qu'il a envie que vous réussissiez votre diplôme, puisqu'en alternance, l'entreprise, elle a aussi comme obligation de vous accompagner pour réussir votre certification, votre diplôme. Merci Olivier. Alors, je rebondis directement sur ce qu'a dit Olivier, parce qu'effectivement, si on rentre vraiment dans la problématique et les champs des métiers liés à la finance. Bon, je les ai exposés tout à l'heure. Maintenant, dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire effectivement en termes de préparation, d'attente, d'atouts ? Ça veut dire déjà une maîtrise de certains outils, j'allais dire classiques, comme Excel, mais un peu plus que la moyenne, on va dire. C'est tout bête, hein, mais déjà Excel, ça fait beaucoup de choses. Je suis désolé de le rappeler, mais bon. Les certifications, potentiellement, c'est pas mal. Et dans notre école à l'ISC, on vous pousse à ça, notamment l'AMF, mais il y en a d'autres. Donc c'est l'autorité des marchés financiers, hein, donc, qui a fait une certification qui est aujourd'hui de plus en plus nécessaire pour travailler dans la banque, en fait, la banque classique. Quoi d'autre ? Des connaissances, je vais être sympa, je vais dire minimales, sur tout ce qui est numérique, mais ça veut dire quand même les maths à un moment quand même. Surtout ceux qui veulent aller en finance de marché. Et pour être très très clair, à un certain niveau, on préférera même des ingénieurs en finance de marché pour les comptes, etc. En école de commerce, c'est un peu compliqué aujourd'hui. À cause du niveau de maths, où malheureusement, où là, il y a quand même un différentiel assez fort entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Ce que je dis, c'est pas insultant pour les écoles de commerce, évidemment, hein, mais, puisque je suis prof dans une école de commerce, mais il y a des nuances quand même il faut être bien conscient de ce qu'on veut être et de ce qu'on peut être aussi. Hein. Connais-toi toi-même, hein, diraient les philosophes d'antan. Et enfin, tout ce qui est, j'en ai un peu parlé, le numérique, ça veut dire aussi du big data, tout ce qui est data analytics, etc. À un certain niveau, ça peut être intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je vais renverser la démonstration, quelqu'un qui n'aime pas du tout les chiffres, qui a du mal avec les outils d'aujourd'hui, et tout ce qui est data numérique, il ne faut mieux pas qu'il fasse de la finance. Quoique, et je mets une vraie nuance, on a oublié les carrières commerciales. Il y en a beaucoup dans la finance aussi, des carrières commerciales. C'est vrai que ce n'est pas la vocation de mon master, justement, en finance et gestion des risques, de former des commerciaux, mais quand même, il vous faut un certain niveau quand même sur un plan financier pour être capable de vendre des produits financiers ensuite. Et donc, les interlocuteurs qu'on trouve dans les agences aujourd'hui, et il y a une montée en gamme des agences, parce qu'il y en a de moins en moins, mais elles montent en gamme en termes de niveau. Je parle des agences, des banques de détail dans lesquelles vous allez quand vous avez une opération financière classique à faire, ouverture d'un compte évidemment, mais ensuite achat d'une voiture, ou pourquoi pas achat de votre premier investissement immobilier, etc., etc. Et donc là, de plus en plus, notamment en carrière entreprise dans la banque de détail, il faut quand même un niveau assez bon. Et
une appétence pour le commercial. Donc ça veut dire des gens qui sont quand même à l'aise dans leur basket, etc., etc. Et des soft skills. On n'en a pas parlé, mais voilà, à ce niveau-là, pour les carrières commerciales de la finance, ça a du sens. Ouais. Voilà. Et faire le lien du coup avec ce qu'on disait tout à l'heure, maîtriser les outils, être plutôt à l'aise avec les outils qui vont être utilisés à la fois en entreprise mais aussi en formation, ça va vous rendre plus à l'aise du coup et ça va être plus simple pour vous que d'avoir à vous reformer, à vous mettre à niveau et à galérer parce que c'est compliqué. Vous ne maîtrisez pas un certain nombre d'outils ou d'applications qui sont utilisés. Mais ça, pour faire le lien avec tout à l'heure, c'est quels outils ? Quelles applications, de quel support allez-vous avoir besoin? Là encore, renseignez-vous vers les métiers vers lesquels vous voulez aller. Quel est leur quotidien? Quels outils ils utilisent? Quelles certifications il est mieux d'avoir pour du coup être plus à l'aise dans ce qu'on va vous donner à faire et pour du coup convaincre le recruteur qui va vous voir arriver avec déjà une connaissance du métier et peut-être vous allez vous auto-former pour vous mettre à niveau en disant, vous voyez, moi-même, j'ai fait l'effort. Justement, je voudrais rebondir sur la notion de s'auto-former. En quoi le fait de faire de l'alternance est aussi un atout pour l'avenir, sachant qu'on va vers de plus en plus de formation à l'initiative du collaborateur? Je n'ai pas compris la question. Je suis juste en train de vous dire que le monde de demain laisse de plus en plus d'initiatives à la formation du collaborateur. En quoi le fait d'avoir fait de l'alternance dans ces jeunes années est un atout pour justement construire sa carrière? Et là, je vous parle du long terme. Je ne vous parle pas du premier entretien pour décrocher son contrat et valider son diplôme. En fait, l'alternance, c'est être formé à la fois par ce que l'organisme de formation va vous apporter, donc l'école, les professeurs et toutes les activités que vous allez avoir dans la formation, et d'être formé, mais là de manière beaucoup plus opérationnelle et pratique, en entreprise. Donc finalement, vous êtes formé de deux manières, et ce qui fait qu'à l'issue de l'année ou des années d'alternance, vous êtes complètement opérationnel pour le poste visé. D'où l'importance d'avoir bien choisi votre alternance, la formation évidemment qui va avec, parce que derrière, ce que va attendre l'entreprise, c'est de pouvoir vous recruter pour ce poste-là. Si à l'issue de l'alternance, vous dites finalement, c'est pas le métier qu'il me faut, je ne m'étais pas trop renseigné, et finalement je veux faire autre chose, du coup vous perdez tout l'intérêt de l'alternance. Alors que si vous êtes du coup opérationnel pour le métier que vous allez ensuite exercer alors demain ou après-demain, et du coup l'alternance aura donné tout son sens parce que vous serez formé à la fois par l'entreprise et par la formation. Alors ça n'empêche pas de s'auto-former. Alors moi quand je parle d'auto-former, c'est plutôt aller chercher des certifications. On entend régulièrement des entreprises nous dire ils n'ont pas le niveau d'Excel, c'est pas Excel basique, c'est Advanced Excel, c'est être capable d'aller utiliser des fonctionnalités d'Excel qui sont beaucoup plus abouties, beaucoup plus poussées. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous auto-former en complément. Juste un petit point en complément là-dessus qui me paraît effectivement important. On oublie parfois qu'à un certain niveau, alors je parle niveau master quand même, mais c'est vrai avant, mais quand on commence à arriver en MSC1, MSC2, M1, M2, d'accord, c'est bien d'appuyer un peu sur l'accélérateur intellectuel. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que par rapport à ce qui vient d'être dit, et en tant que prof de finance, pour moi, c'est absolument fondamental, on est obligé quand même d'en passer un moment par des fondamentaux. Ce que j'appelle les fondamentaux, c'est des connaissances conceptuelles, abstraites, qui ne sont pas toujours hyper fun. Alors je sais bien ce que ça veut dire dans votre génération, mais bon, c'est quand même une réalité, il faut dire ce qui est. Et pourquoi? Parce que si vous faites des choses difficiles maintenant, je vous rappelle que le potentiel, en gros, à 25 ans, on est au max quand même. Et pour les tests de QI, on a des bémols après, des points de bonus à partir de 25 ans. Et il n'y a plus de grands maîtres internationaux d'échecs après 40-44 ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, à 25 ans, jusqu'à 25 ans, on est en développement intellectuel à fond. Donc, moi, avec mes étudiants, j'appuie vraiment sur l'accélérateur pour que, effectivement, en leur apprenant à apprendre, ils puissent faire tout ce que Olivier vient d'évoquer dans la suite de leur carrière. C'est-à-dire que si effectivement ils sont capables d'avoir une pensée abstraite, j'allais dire rigoureuse, et une vraie capacité de travail, parce que dans la finance, il faut quand même travailler. Je suis désolé de dire ça, mais en salle de marché, par exemple, on ne peut pas trop se coincer la bulle quand même. Il y a des métiers en audit, et pourtant j'adore ce métier, mais c'est des métiers quand même assez exigeants. Par contre, comme me redisait un collègue, un ancien collègue de Ernst maintenant, qui a un gros poste pour le coup chez KPMG, eh bien aujourd'hui, effectivement, mais comme hier, les carrières d'audit, pour ceux qui sont bons,
et qui sont bosseurs, on progresse vite et les salaires sont au rendez-vous. Et ça, c'est quand même un plus dans les cabinets, que ce soit des grands cabinets ou des cabinets moyens d'ailleurs. Donc, mon point, c'est de dire, oui, effectivement, tout le long de sa carrière, on va développer des compétences, mais si au départ, vous avez une tête, au sens de Montaigne, bien faite, et pas que bien pleine, bien faite, ça vous aide beaucoup. C'était vraiment mon point. Voilà. Ouais, apprendre à réfléchir, à structurer sa pensée très jeune. Voilà. Ma dernière question, avant de passer aux questions de la salle. Donc voilà, on vient de vous le dire, des têtes bien faites, donc commencez à réfléchir à vos questions. Sans pression. Hein. Donc le choix de l'école est important dans la réflexion d'un recruteur en alternance. Quelles sont vos recommandations pour bien choisir son école ? On ne fait pas de pub, vous êtes chacun d'une école différente. Il y a beaucoup d'écoles ce soir présentes, donc le choix est ouvert. Mais vous, quelles sont vos recommandations en connaissant bien aussi bien les programmes distincts que vous proposez et ce que les attentes des recruteurs? Alors, encore une fois, je fais un raisonnement à l'envers, au sens où la question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? C'est ça la question de base. Ce n'est pas l'école d'abord, nécessairement, c'est qu'est-ce que je veux faire et est-ce que telle ou telle école répond à ce que je veux faire ? Et effectivement, j'allais dire, de l'ISC à Rennes, enfin ton école de commerce pour le coup, l'école de commerce de Rennes, eh bien, on n'a pas forcément les mêmes programmes, on n'a pas forcément les mêmes diplômes. Donc, suivant... Mais souvent, on a des enseignants qui travaillent dans plusieurs écoles. Donc, alors, ça n'empêche pas. Voilà. Non, ça n'empêche pas, mais on n'a pas forcément toujours, en termes d'axe de développement, la même vision. Moi, par exemple, je suis sur la finance et le risque. Peut-être qu'à Rennes, ils vont être davantage sur la finance de marché, par exemple, pourquoi pas, ou d'autres domaines de la finance. Et donc, suivant ce que vous voulez faire, je pense que, et je pense surtout à un niveau de master, hein, je ne parle pas pour les programmes PGE, les programmes globaux, etc., mais quand on est vraiment sur du spécialisé, des programmes de master, là, visez, je ne vais pas dire absolument plus le master que l'école, mais vous allez finalement choisir une formation par rapport à un mini plan de carrière, quand même, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez, moi, par exemple, je ne prépare pas des étudiants à faire de la gestion d'actifs dans le dur. Il y a des masters qui font ça très bien. Peut-être dans l'école d'Olivier, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mien, en tout cas, voilà, finance et risk management, c'est un vrai master de finance avec toute l'acception du risque aujourd'hui telle qu'elle est indispensable dans cette vision, j'allais dire, de notre monde multipolaire, plein d'incertitudes, etc. etc. Quelqu'un qui veut faire de la finance de marché, je reviens à ça. Il y a des masters pour ça qui sont très pointus, y compris à Normal Sup et en école d'ingénieur. Je suis désolé de parler de ce genre d'école, mais enfin, à un moment, pour faire de la finance de marché à un haut niveau, faut mieux viser des écoles d'ingénieurs, parfois. C'est pas toujours le cas. Mais donc, de mon point de vue, il n'y a pas que l'école, il y a aussi d'où vous partez. Je rajouterais quand même, Paris, c'est pas mal aussi pour la banque finance. Soyons clairs, hein, Londres aussi, et New York aussi. Mais bon, là, en tout cas, nos écoles sont sur Paris. Et donc, ça a du sens parce qu'effectivement, les employeurs, notamment dans les métiers de la banque et de l'assurance, ils sont surtout sur Paris quand même. Et ça, c'est pas anodin. Olivier ? Moi, je dirais, ouais, pour choisir une formation, donc une école, évidemment, et l'école qu'il y a derrière, il y a 3 critères importants. Il y a déjà ce que disait Eric, c'est-à-dire en fait le contenu de la formation. Regardez la liste de cours. Renseignez-vous sur effectivement les contenus qui vont vous être délivrés. Peut-être aussi les méthodes pédagogiques qui peuvent être particulières dans telle ou telle école et qui vont vous ressembler plus ou vous permettre de mieux vous épanouir que telle ou telle autre méthode d'enseignement. Donc ça, c'est vraiment le contenu de la formation. Et dans les écoles, vous avez souvent plusieurs spécialisations en finance, aller vers celles qui vraiment regroupent un maximum des modules, des contenus et peut-être des éléments pédagogiques qui sont ceux que vous attendez d'une formation de ce type-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est la réputation de l'école. Alors, quand je dis réputation, c'est la qualité de l'enseignement quand vous délivrez, qui est garantie par des labels, qui sont des accréditations, qui sont des grades master. Dans un certain nombre d'écoles, les formations délivrées ne sont pas gradées master ou gradées bachelor ou gradées licence. Enfin, on dit gradées licence, même si on fait des bachelors dans des écoles de management. En fait, un programme gradé licence ou gradé master, c'est le ministère
à auditer le programme, la manière de le délivrer, à vérifier un certain nombre de critères et met son tampon en disant ce programme-là, il a une valeur. Et ça vous permet, par exemple, si demain vous allez postuler pour un concours public, de pouvoir valoriser finalement votre diplôme. Ce qui n'est pas le cas dans une école dont le master, aussi bon soit-il, n'est pas gradé master. Donc ça peut vous limiter. Donc la qualité de la formation avec les labels, les accréditations, il y a CSB, il y a EQUIS, qui sont des labels internationaux qui garantissent une qualité d'enseignement, une qualité d'école. Donc ça, c'est évidemment important. Et puis après, dernier point qui est important aussi, mais qui est moins fondamental, mais c'est aussi l'esprit de l'école, l'ambiance de l'école, la manière dont vous vous y sentez, vous vous y projetez. C'est éventuellement des spécificités, l'ADN de l'école aussi. Par exemple, si vous prenez Rennes School of Business, on est très orienté international. Notre baseline, c'est Informed Thinking, donc c'est sortir du cadre, faire des choses différentes, penser différemment. Ça apporte une manière d'enseigner, une manière de vous accompagner qui est différente que dans une autre école. Donc soit ça va vous correspondre, hein, vous avez envie de faire bouger les lignes et d'apprendre autrement pour faire autrement et faire bouger demain le monde et de travailler peut-être différemment aussi la finance. Ou alors vous voulez quelque chose d'un petit peu plus standard et il faut aller voir ailleurs. Donc ça aussi, cet ADN de l'école, ces spécificités sont des éléments qui sont aussi importants à prendre en compte. Si on peut faire une rapide synthèse en 2 mots, moi j'ai retenu networking, oser networker, multiplier en effet les rencontres informelles avec des professionnels qui sont déjà sur la place. Pourquoi ? Parce que ça permet d'identifier des métiers, d'identifier potentiellement des offres d'emploi. Et l'autre point que moi j'ai retenu, c'est soyez technique. Bossez, bossez, bossez. L'alternance, c'est pas juste j'aurai un job, je pourrai sortir et j'aurai des vacances. Non, c'est aussi le moment où vous devez énormément vous investir pour travailler votre technicité. En un mot, il faut s'arracher. Ouais, voilà. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.